Dans cette vidéo, nous allons parler du chapitre 11 d'économie, où on se pose la question comment réguler les échanges. On pourrait se demander pourquoi il faut réguler les échanges. Eh bien, comme on l'a vu, les pays ont envie d'échanger, ont envie de vendre leurs produits à l'étranger, mais ils n'ont pas forcément envie d'acheter. Donc, il est nécessaire de mettre en place des règles pour encadrer les échanges et les pratiques de chaque pays. Pour mettre des règles, on va voir deux possibilités. Le premier, c'est l'idée de régionalisation des échanges. Qu'est-ce que la régionalisation? La régionalisation, c'est le développement des échanges entre des économies indépendantes et géographiquement proches dans le cadre d'accords régionaux. Donc, pour parler plus simplement, on a des pays voisins qui font des accords pour améliorer les échanges entre eux. Pourquoi ils le font? Eh bien, il y a pas mal de raisons qui expliquent pourquoi les pays cherchent à se regrouper dans le cadre des échanges internationaux. On a d'abord le fait de négocier de meilleurs tarifs quand on est à plusieurs et qu'on a un choix plus large. Donc, on va chercher à varier le choix des produits qui sont proposés aux consommateurs. Ensuite, on va chercher à réduire, voire annuler les barrières douanières entre nous. On va pouvoir vendre nos produits nationaux à tous nos partenaires privilégiés. Ensuite, on va chercher à améliorer les conditions des échanges, c'est-à-dire comment on améliore le transport ou l'acceptation des marchandises. Et évidemment, on va essayer de développer le commerce international au sein de la même zone, mais aussi avec les autres zones. Donc il y a pas mal de raisons qui font que les pays se regroupent par région. Et il y a plusieurs étapes de cette intégration économique, de cette régionalisation. L'intégration économique, c'est le processus par lequel plusieurs pays décident de constituer un même espace économique au sein duquel les obstacles aux échanges tendent à être éliminés. Donc, on imagine cette intégration économique comme un effacement progressif des barrières et des douanes effectives, des frontières entre les pays. Et il y a plusieurs étapes dans cette intégration économique qui ont été identifiées par un économiste qui s'appelle M. Balassa. Première étape, on va créer entre nous une zone de libre-échange. Ça veut dire qu'on abolit entre nous les barrières aux échanges. On va par exemple annuler, supprimer les droits de douane entre nous. On n'aura plus de barrières tarifaires et de barrières non tarifaires comme les quotas par exemple. L'exemple de zone de libre-échange aujourd'hui, c'est l'ALENA. Ensuite, on peut avoir l'union douanière. L'union douanière, c'est la même chose que la zone de libre-échange, mais on lui ajoute une politique commerciale extérieure commune, donc un taux extérieur commun. Ça signifie que non seulement entre nous, nous n'avons plus de barrières douanières tarifaires ou non tarifaires, mais en plus, on va s'entendre pour décider les droits de douane que l'on va demander aux autres pays. C'est l'exemple de la CEDEAO et de la Communauté d'Afrique de l'Est. Si on va encore plus loin dans l'intégration, on parle de marché commun. Le marché commun, c'est l'union douanière, donc on n'a plus de barrières, on a un taux extérieur commun et en plus, on met en place la libre circulation des facteurs de production, travail et capital. Donc, au sein de nos pays, peuvent circuler librement les salariés, mais aussi les usines et aussi les investissements. C'est l'exemple du Mercosur. Si on va encore plus loin dans l'intégration économique, on arrive à l'union économique. Donc là, on a tous les aspects du marché commun, plus la coordination des politiques économiques. Donc on fait en sorte de dépasser uniquement le commerce international et on va essayer de se mettre d'accord sur d'autres aspects économiques. C'est le cas de l'Union européenne des 27. Et si on va encore plus loin dans l'intégration économique, on arrive à l'union économique et monétaire, où on a cette union économique, donc pas de barrière, un taux extérieur commun, la libre circulation des facteurs de production, la coordination de politique économique, et en plus, on a la monnaie unique. Donc là, le seul exemple dans le monde, c'est la zone euro des 19. Voilà pour l'intégration économique. Et du coup, on pourrait rajouter une autre étape qui serait l'union politique dans cette intégration économique.
L'Union européenne est une union politique, mais pour l'instant, on parle de géant économique et de nain politique. L'intégration pourrait être encore plus poussée en matière politique pour l'Union européenne. Alors on arrive justement à cette réflexion sur l'Union européenne et en quoi est-ce que c'est la forme la plus aboutie d'intégration régionale. Alors on se rappelle, hein, l'Union européenne c'est 27 pays, on était 28 avant le Brexit, on n'est plus que 27. Elle trouve ses racines dans la déclaration de Robert Schuman en 1950, donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et il y a plusieurs dates à retenir, ou importantes en tout cas, dans la création de l'Union européenne. 1957, le traité de Rome qui crée la communauté économique européenne avec 6 pays, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, France, Italie et Allemagne, donc des pays qui se sont souvent fait la guerre. Ensuite, on a la réalisation de l'union douanière, donc cette étape-là, un premier élargissement au 9, un deuxième élargissement à 10. En 1986, on a l'acte unique européen qui nous met en place la libre circulation des facteurs de production avec les accords de Schengen. On arrive également à l'Europe des 12. On met en place le marché unique en 1992, donc on coordonne nos politiques économiques. On arrive à notre union économique et monétaire. Le traité de Maastricht remplace la CE par l'Union européenne. On a un nouvel élargissement en 1995, en 2004, en 2007 et en 2009, on a le traité de Lisbonne. On se rappelle hein, la mise en place de l'euro le 1er janvier 2002 pour les agents économiques non financiers. Voilà, donc une belle construction qui va avoir plusieurs objectifs. Assurer la paix. Dans tous les programmes d'histoire, on apprend la guerre que se sont livrés tous les pays d'Europe à différents moments de l'histoire. Donc enfin la paix, et c'était important en sortant de la Deuxième Guerre mondiale. En plus de la paix, il y a l'idée de rassembler l'Europe, dans l'idée qu'on va être plus fort ensemble que séparément. Si la France, avec ses 67 millions d'habitants, va négocier avec les États-Unis, elle aura moins de poids que l'Union européenne, avec ses 450 millions d'habitants, face aux États-Unis, qui eux ont 300 millions d'habitants. Donc on est plus fort ensemble que tout seul. Ensuite, on a l'idée d'assurer la sécurité des États membres, sécurité intérieure, donc là on parlait de la paix, mais aussi sécurité extérieure face aux agressions extérieures. La solidarité est également un objectif de l'Union européenne, donc la solidarité économique et sociale. L'Union européenne va venir en aide aux pays qui se retrouvent ponctuellement en difficulté. On pense à la Grèce dans les crises de la dette publique, mais il y a d'autres pays qui bénéficient également d'aides financières de la part de l'Union européenne. Ces aides, elles peuvent aussi prendre la forme des aides qui sont accordées aux agriculteurs dans le cadre du Fonds européen de développement des régions et dans le cadre de la politique agricole commune. On a aussi le fait de vouloir préserver une certaine identité européenne. On sait très bien que les peuples sont différents selon les régions même de France, selon les pays. N'empêche qu'il y a une histoire commune, cette histoire assez sanglante, mais cette histoire elle est commune et la volonté est quand même de la préserver, cette identité commune. Et se rattache également l'idée de valeurs communes également. Alors aujourd'hui, l'Union européenne, c'est un très grand marché intérieur, comme je vous le disais, près de 450 millions de consommateurs. Le tarif douanier extérieur commun qui fonctionne et qui est très bas. L'Union européenne est une des zones géographiques qui pratique le moins de droits de douane. Des outils de politique commerciale et de négociation commerciale avec les autres pays. Une politique monétaire commune. Un soutien économique, comme je vous l'ai dit, aux pays et une Cour de justice de l'Union européenne pour s'assurer que le droit de l'Union européenne est respecté. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est le premier exportateur et le premier importateur mondial. Donc on pourrait dire que l'Union européenne, c'est le champion du commerce international. Je vous rajoute quelques exemples de problématiques qu'on pourra avoir à l'examen. On pourrait se demander si l'Union européenne peut se redresser après les différentes crises et le Brexit. Donc on extrapole un petit peu par rapport à ce qu'on vient de dire. Et il faut bien connaître le fonctionnement de l'Union européenne pour pouvoir répondre à cette question, à laquelle on aurait des documents à coller pour pouvoir répondre. Donc les différentes crises, ça va être les crises de la dette publique, celle de la Grèce par exemple, la crise économique provoquée par le coronavirus avec des milliards qui sont garantis par l'Europe pour relancer les économies,
et le Brexit qui a pour la première fois montré qu'on pouvait quitter l'Union européenne et où cette union n'est plus si sacrée. Et certains pays peuvent se demander, il y a des hommes politiques et des femmes politiques en France qui se demandent s'il ne faudrait pas aussi que la France sorte de l'Union européenne. Donc est-ce que l'Union européenne peut se redresser face à toutes ces crises? Et est-ce que l'Union européenne n'est pas le bouc émissaire principal? À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe mal, on va rejeter la faute sur l'Union européenne. C'est plus facile que de chercher ses propres responsabilités. Ensuite, on pourrait se demander si l'Union européenne favorise les échanges internationaux. De notre point de vue européen, on va se dire, bah évidemment, aujourd'hui on achète des produits en Allemagne, en Italie, presque sans s'en rendre compte via les achats sur Internet. Mais d'autres pays pourraient se dire, ah bah oui, ils sont entre eux et ils font leur commerce entre eux, mais nous, on est un peu éjectés. Donc là, on pourra avoir, comme pour tout, hein, des réponses qui tendent vers le oui, mais globalement, hein, quand on sait que l'Union européenne, c'est 48% du commerce mondial, euh, on peut conclure en disant que l'Union européenne favorise les échanges internationaux. Et enfin, une autre question, est-ce que c'est un atout pour le commerce extérieur de la France? Avec plusieurs réponses possibles. Dans l'aspect, oui, c'est un atout parce qu'elle négocie au nom de la France des traités avec d'autres pays qui permettent aux entreprises françaises d'exporter. Mais d'un autre côté, on sait que la France est en déficit, le commerce extérieur est en déficit face à ses partenaires européens. Et est-ce que la France arrive à tirer son épingle du jeu de l'Union européenne? C'est une question à laquelle vous pourriez essayer de répondre. Voilà pour cette histoire d'intégration. Et puis, les dirigeants politiques ont voulu aller encore plus loin dans cette négociation et dans cette régulation des échanges avec la création d'une structure internationale qui s'appelle aujourd'hui l'Organisation mondiale du commerce. Et cette Organisation mondiale du commerce, elle est d'abord née sous le nom de GATT. Et le GATT a été créé dès 1947, donc vous voyez avec des logiques similaires au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Donc le GATT met en place des cycles de négociation entre les pays dans le but d'éliminer les barrières tarifaires. Donc concrètement, on lançait un premier cycle, le cycle de Tokyo, et on se réunissait pour dire bah, quels sont les sujets sur lesquels on va essayer de travailler, d'améliorer le commerce dans ce cycle. On négocie ensemble, on conclut le cycle, on en ouvre un prochain quand il y a d'autres choses à négocier. Alors, ça a tourné pendant pas mal d'années, hein, mais l'absence de structure permanente a commencé à représenter un frein dans l'avancée du GATT. Et les dirigeants se sont dit qu'ils allaient devoir créer une structure permanente. Donc, c'est là qu'arrive l'OMC. En 1994, on a les accords de Marrakech qui créent l'OMC. C'est une structure permanente qui est basée à Genève. Elle regroupe aujourd'hui 164 pays, donc elle recouvre 99% du commerce mondial. Ces objectifs, ce sont la réduction des obstacles aux échanges internationaux, donc la baisse des barrières tarifaires et non tarifaires, mais aussi elle s'est dotée d'un organe qui va arbitrer les conflits internationaux. Et ça, c'est une nouveauté qui va être importante. Comment fonctionne justement cet organisme de règlement des différends? Eh bien, quand un pays considère qu'un autre n'a pas respecté un accord de l'OMC, a violé un accord de l'OMC, c'est là que naît un différend. Et ce pays va faire appel, évidemment, va engager une procédure devant l'ORD. L'ORD va examiner les faits rapportés par les deux pays et il va prendre un arbitrage, soit une conciliation, soit un arbitrage en faveur d'un des deux pays. Et si jamais il reconnaît que le pays qui est attaqué a effectivement violé les accords de l'OMC, il peut autoriser le pays plaignant à prendre des mesures de rétorsion, c'est-à-dire à finalement augmenter ses barrières lui aussi si les autres barrières n'ont pas été respectées. Enfin, d'autres barrières ont été mises par le pays qui reçoit la plainte. Alors quand on regarde les plaintes qui sont déposées sur le bureau de l'ORD, on voit qu'on a l'Ukraine qui s'est plaint de mesures de dumping contre la Russie sur le nitrate d'ammonium, la Corée qui s'est plainte de dumping visant des valves pneumatiques et en provenance du Japon,
la Chine qui s'est plainte de contingents tarifaires visant certains produits agricoles. Donc on voit que finalement, cette OMC permet à n'importe quel pays membre, 164 pays, de déposer des plaintes et d'essayer de trouver un règlement pacifique à des conflits commerciaux. Donc ça, c'est une grande avancée et globalement, on va le redire, ça fonctionne bien. Mais l'OMC finalement rencontre malgré tout des difficultés. Alors on va commencer par les avancées de l'OMC. Les échanges se sont encore développés. Si on regarde le développement des échanges, on avait déjà un décollage depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un nouveau décollage plus important encore au début des années 80, et les années 2000 ont marqué une explosion des échanges internationaux. Et finalement, est-ce que c'est que grâce à l'OMC? Mais en tout cas, c'est sous l'encadrement de l'OMC que ça a eu lieu, donc les échanges se sont fortement développés. On pourrait se demander si c'est forcément bien et si ces échanges ne doivent pas être un peu encadrés pour assurer à la fois la satisfaction des besoins, mais aussi la préservation de l'environnement. Ça, c'est une question à se poser également. L'OMC a permis un abaissement de 40% des droits de douane, donc ça, c'est aussi une avancée. Et évidemment, la valeur des produits industriels a augmenté, importé a augmenté. Et je vous le disais tout à l'heure, l'ORD est un organisme efficace. On a quand même des limites. On a 164 pays à rassembler, 164 chefs d'État à rassembler et à mettre d'accord, avec évidemment des intérêts très différents les uns des autres. Donc les accords sont difficiles et longs à trouver. On a une tendance protectionniste qui revient à chaque crise. On le voit avec la crise du coronavirus. Chaque pays a envie de refermer ses frontières, de consommer national. Et puis les législations, ne serait-ce que les législations sociales, sont tellement différentes entre les pays qu'on a du mal à trouver un accord. Ne serait-ce que sur le travail des enfants, où on pourrait se dire, on va trouver un consensus, ne pas faire travailler les enfants avant 14 ans. Eh bien, c'est pas logique pour d'autres pays, et on a du mal à mettre d'accord tout le monde sur le sujet. Donc là, c'est peut-être pas un objet de négociation de l'OMC, mais c'est pour vous donner un exemple de législation qui diverge. Ça implique que le cycle de Doha, parce qu'on fonctionne quand même encore par cycle de négociation, a été entamé en 2001 et qu'il reste un échec. Il y a des intérêts qui sont trop divergents et les accords sur la propriété intellectuelle, finalement, c'est des accords dont on n'entend pas beaucoup parler, mais qui sont toujours très sensibles et qui font que les pays ont du mal à trouver des accords. On peut rajouter à cette idée le fait de la nécessaire protection de l'environnement, les COP qui se suivent, COP 21, COP 23, etc. Et finalement, on peut se demander à qui on demande les efforts de protection de l'environnement. Est-ce que c'est aux pays qui ont déjà assis leur développement ou est-ce que c'est aux pays qui se développent? Et forcément, les pays qui se développent, ils n'ont pas envie d'assumer toute la charge de la préservation de l'environnement parce qu'ils savent très bien que si l'environnement en est à ce niveau aujourd'hui, c'est majoritairement la faute des pays qui sont déjà développés. Donc vous voyez qu'on a du mal à trouver des accords entre les pays. Autre conséquence, eh bien, on a du mal à trouver des consensus, évidemment. Et plutôt que de négocier à 164, on va préférer se retrouver en petit comité pour réaliser des accords commerciaux bilatéraux entre nous. Donc c'est l'exemple du CETA, l'Union européenne avec le Canada. Dernièrement, l'Union européenne a signé un accord avec le Mexique et les BRICS se retrouvent aussi pour essayer de négocier entre eux. Donc ça, c'est plus facile. Quand on est 15 pays, c'est plus facile que 164. 15, c'est déjà pas facile, mais c'est plus facile qu'à 164. Donc au final, aujourd'hui, on assiste plutôt à une multiplication d'accords bilatéraux plutôt qu'à des avancées collectives à 164. Les questions qu'on pourrait se poser sur l'OMC, la première, ce serait est-ce que l'OMC peut apaiser les tensions entre pays autour du commerce international? On pourrait donner les exemples d'actualité entre la Chine et les États-Unis, où on sent bien les tensions qui ne sont pas apaisées, qui sont toujours un petit peu montées en épingle par les uns ou par les autres. D'un autre côté, on a cet organisme de règlement des différends qui va nous permettre de résoudre pacifiquement des conflits de commerce. On pourrait se demander aussi si l'OMC a le pouvoir de favoriser encore les échanges, avec évidemment le fait qu'on regroupe 164 pays, un objectif très ambitieux, donc ça serait plutôt dans le cadre du oui,
et en plus de dire que l'OMC a déjà permis le développement des échanges, mais aujourd'hui, face aux difficultés de mettre d'accord tout le monde, eh bien, on a un développement des accords bilatéraux. Et enfin, une autre question à laquelle j'ai pensé, quel rôle l'OMC peut-elle avoir dans la responsabilisation des échanges? Et là, on s'aidera des chapitres suivants pour répondre. Face aux inégalités de développement, face à la dégradation de l'environnement, face à l'utilisation déraisonnée des matières premières, que peut faire l'OMC pour que chacun, au niveau des États, mais aussi au niveau individuel, parvienne à réaliser son activité économique sans nuire ni à l'environnement aujourd'hui, ni à l'environnement futur. Voilà sur ce chapitre de régulation des échanges, régionalisation, accords entre nombreux pays ou accords bilatéraux. Il y a pas mal de possibilités de réguler ces échanges.